#MeToo, progression ou retour en arrière du statut de la femme. Quelle est la place que cette femme prend ou on lui donne en Asie? 3,6 milliards de femmes sur notre planète en 2015, soit 60 millions de plus que les hommes. Avec un focus sur le cas chinois, le sujet mérite le détour et pour le faire, Anne Garrigue, notre invitée avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'Être une femme en Asie, donc aux éditions Piquet. Alors, comme première question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment d'être une femme en Asie, surtout vu de votre prisme, donc de femme française qui a longtemps vécu en Asie? Absolument, j'ai vécu moi-même en Asie de 1984, ça ne me rajeunit pas, à 2014 avec une petite interruption 2 fois en France. Donc j'ai vécu dans différents pays, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, beaucoup voyagé aussi dans l'ensemble de la zone Asie. Et donc, si vous me demandez de mon point de vue de femme française, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de dimensions, c'est comme un millefeuille. Il y a la dimension amicale. J'ai eu plein d'amis asiatiques et quand j'avais 25 ans, quand j'en avais 30, 40, 50, quasiment 60 maintenant. J'ai eu des relations bien sûr professionnelles, j'ai interviewé beaucoup de femmes, j'ai fait un livre qui avait été nominé au Grand Prix des lectrices de Elle sur les femmes japonaises, donc ça avait été 130 interviews en japonais seule à seule, puisque j'avais pas d'interprète de femmes, ça dans les années 90, et puis des dossiers sur les femmes pour les différents journaux pour lesquels je travaillais en Chine, en Corée, et puis ces voyages en Inde. Donc, vous dire commencer, non mais je vous dis un peu d'où je parle. Il y a pas d'unité, si vous voulez. La femme en Asie, c'est à l'échelle d'un continent énorme. Il y a des grandes différences entre les rurales, les urbaines, les régions, les pays. Il y a quelques généralités, on peut dire, il y a quelques tendances lourdes pour les femmes en Asie. Et si on réfléchit bien, je ne sais pas s'il faut rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, mais vous dire quoi? Je trouve c'est à la fois le piège du livre et l'intérêt du livre, c'est d'être global. Donc on parle de tout. Après, il faut rentrer pour essayer de faire les nuances, pour sortir des stéréotypes, pour voir que être femme en Asie, c'est pas être une petite souris effacée et passive, c'est pas non plus toujours facile. Et on va vraiment depuis des femmes qui sont quasi des esclaves sexuels jusqu'à des femmes de pouvoir qui dirigent un État. Donc je crois qu'on ne peut pas faire de généralité. Romaric, donc le mouvement #MeToo commence à toucher la Chine aussi. Et oui, Alessandra, il a été initié par une doctorante et donc ce mouvement Yewoshi, littéralement moi aussi, commence timidement, on va le dire, à rayonner en Chine, mais il pourrait y gagner une toute autre ampleur que celle de la vague de dénonciation qui secoue les pays occidentaux après l'affaire Weinstein ou Weinstein, comme on prononce, un peu comme on peut. Alors cette vague MeToo n'en finit pas de secouer les pays occidentaux, mais en Chine, le mouvement de lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles peine à éclore. Le récent témoignage de cette doctorante pourrait bien changer la donne. Nous sommes début 2018 et Luo Chichi, étudiante à l'université de Beiyang à Pékin, publie sur Weibo, le Twitter chinois, un long message dans lequel elle raconte avoir été agressée par l'un de ses professeurs 12 ans plus tôt. Et le post s'accompagne donc du fameux #Yewoshi, littéralement moi aussi. Et donc depuis sa parution, plus de 3 millions d'interactions, des likes, des partages, des réactions ont été enregistrées. L'enseignant incriminé a été suspendu après plusieurs plaintes similaires. Donc c'était pas un cas isolé. Et donc il fait même depuis l'objet d'une enquête. Alors si le cas de Luo Chichi ne semble pas isolé, d'après Human Rights Watch, 67% des étudiantes chinoises sont harcelées à l'université, les témoignages faisant état de harcèlement, d'agressions sexuelles. Et donc ces témoignages sont tout de même restés le fait de militantes féministes. Et pour cause, Leta Hong Fincher, l'experte dans les mouvements féministes chinois qui était interrogée par le Guardian, rappelle que le gouvernement interdit les protestations contre le harcèlement sexuel. Le Parti communiste à prédominance masculine ne souhaite pas que l'élite des hommes intouchables soit renversée par un mouvement étranger.
comme MeToo. Alors quand bien même cette vague MeToo se répandrait en Chine, elle n'aurait pas la même visée qu'aux États-Unis ou en Europe. MeToo a une toute autre signification en Chine, explique Dorian Malovic, qui est l'auteur du livre China Love, Comment s'aiment les Chinois. C'est plutôt la revendication du combat des femmes au sens large, le réveil d'une génération qui veut dire stop au schéma traditionnel chinois, modèle caractérisé par un pouvoir hiérarchique des hommes sur les femmes. Alors toujours selon Human Rights Watch, environ 80% des femmes chinoises ont déjà été agressées, soit au niveau professionnel par un patron dominateur, soit au niveau personnel par un mari à la vision encore très patriarcale, on va le dire comme ça. Alors en Chine, l'homme représente encore l'autorité, résume toujours Dorian Malovic. Avec les prémices du mouvement MeToo, c'est avant tout l'égalité entre les hommes et les femmes que réclament ces dernières. Elles veulent être libres et non au service d'un homme qui, lui, est libre de tout, y compris d'aller voir ailleurs, précise l'auteur. Elles souhaitent acquérir, elles aussi, le droit de faire des études et de ramener de l'argent à la maison, ajoute le spécialiste Anne Garrix. Ce mouvement MeToo, c'est le signe d'une émancipation de la femme chinoise ou juste, j'allais dire avec un mauvais jeu de mots, un effet pervers de la globalisation. Alors, l'émancipation de la femme chinoise, elle n'a pas démarré cette année. Et ni avec MeToo. Je dirais même que la Chine en Asie est un cas particulier dans la mesure où, en fait, c'est venu du en haut, cette émancipation, puisque c'est au moment de 1949 que Mao Zedong lui-même a inscrit dans la Constitution que la femme était l'égale de l'homme, portait la moitié du ciel. Et c'est vrai que ça n'a pas été du tout une parole en l'air, ça a été suivi des faits. Et je dirais que si on regardait à une certaine époque les écarts entre l'homme et la femme, eh bien la femme a pénétré énormément de zones dans la vie publique, du travail, etc. Alors, au fond, le paradoxe de la Chine, je dirais, c'est que au moment où les gens se sont enrichis en Chine, eh ben ça s'est pas fait finalement à l'avantage de la femme. Je crois un des domaines en Chine où la femme est la plus inégale de l'homme aujourd'hui, et ça ne va pas en s'arrangeant, c'est le domaine du patrimoine, de l'argent, parce que là, à la fois, tout ce qui est très contemporain se mêle à ce qui est très traditionnel. Et ça fait ces dégâts-là. Pourquoi ? Parce que dans la tradition chinoise confucéenne, et de ça depuis des centaines et des siècles, l'homme est celui qui pourvoit, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui amène la maison, etc. Donc, toutes les familles chinoises, quelles que soient leurs origines, paysannes ou rurales, urbaines, eh bien, font les efforts pour que le fils, unique ou le cousin, parce que c'est très clanique la Chine, puisse avoir les moyens de posséder la maison. Et quand les filles travaillent, plein de femmes qui travaillent en Chine, et ben quand elles gagnent de l'argent, à la limite, elles achètent la déco, elles font les peintures. Mais l'acte de propriété, il est de façon écrasante, majoritairement, au nom de l'homme, grâce à de l'argent qui peut venir des femmes de la famille. Et donc, au bout du compte, quand il y a du divorce, parce qu'évidemment, avec la modernité, les divorces, il y en a moitié moins qu'en France, néanmoins, il y en a. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la femme, elle est perdante. Donc voilà, je donne un petit exemple pour montrer que c'est très paradoxal. Donc la propriété reste chez l'homme. Et oui, puisque c'est lui qui a le nom en bas de l'acte de vente. Et qu'il y a une jurisprudence en 2011 ou 2012, si ma mémoire est bonne, qui a dit qu'effectivement, ce qui comptait, c'était ce qu'il y avait en bas de l'acte notarié, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est un exemple paradoxal de l'évolution. Moi, quand je veux dire, mon premier séjour en Chine remonte, je vous dirais, en 1986. Donc, ça fait bail. Moi, j'ai connu Pékin il y a 30 ans. Oui, c'est ça. J'ai connu Pékin sans bar, sans bistrot, sans rien, puisque le premier bar... Que des vélos. Voilà, et Shanghai. Le premier bar, c'était en 1994. Vous imaginez, donc... et après, j'ai vécu en Chine. J'ai beaucoup été en Chine entre 2005 et 2015, en gros. Et je peux vous dire, donc, évidemment, il y a plein de femmes actives, il y a plein de femmes qui travaillent, il y a plein de femmes qui ont leur mot à dire. C'est très clair. Moi, j'ai toute une armada de copines, etc. Et même dans les zones rurales, voilà. Maintenant, la question, la culture chinoise est patriarcale. La culture chinoise et les hommes ont le pouvoir, ça c'est clair. Et les femmes, elles peuvent faire beaucoup, mais il y a ce mélange entre les vieilles idées, les vieilles traditions et l'empowerment, parce que pour plein de raisons, en Chine, les filles, peut-être aussi à cause justement, paradoxalement, de l'enfant unique, les filles, on leur a donné leur chance, parce que, et même dans des zones rurales,
Beaucoup de choses ont changé. Je me souviens du livre de la petite Mayenne, vous savez, qui pouvait pas aller à l'école. Aujourd'hui, c'est quand même ça a beaucoup changé. Si on regarde les statistiques, majoritairement, les petites filles, même à la campagne, vont à l'école. Mais le fait qu'une femme s'exprime librement comme ça, c'est assez nouveau. Oui, c'est la sexualité. La sexualité, il y a eu un petit moment, dans les années 90, il y a eu les miam miam, les bonbons, etc., chinois. Mais néanmoins, j'étais très surprise avec des discussions avec des amis, etc., de voir à quel point c'est compliqué la sexualité pour les femmes. Et alors, on a l'impression comme ça qu'il y aurait une sorte de libération des mœurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça se compare pas avec chez nous. Et il y a aussi une pudeur. On attend d'une femme qu'elle se conduise bien. Il y a les bonnes femmes et les mauvaises femmes. Il y a les prostituées. Il y a les deuxièmes femmes. Et puis, il y a les vraies filles sérieuses. Et tout ça fait que... pour une femme, reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement, etc., c'est quelque chose de difficile de parler de sexualité en s'impliquant. Et je suis persuadée que dans leur entourage, la plupart des filles, quand ça leur est arrivé, se cachent. Et que je suis pas sûre que la famille les encourage. Donc c'est un acte courageux et en ce sens très novateur. Oui. Et on parle pas de féminisme, on sait que c'est très occidental comme terme féminisme et que ça ne plaît pas spécialement en Chine. C'est plus difficile d'en parler comme ça, de féminisme. Alors, vous savez, on le traduit de la même manière, le mot féminisme en chinois. Oui, je dirais que le féminisme, il a des longues racines en Chine. Hein. Je veux dire, au moment de la Révolution, dans les années 20 du siècle dernier, il y avait des grandes féministes de l'histoire du féminisme mondial sont venues de Chine. Donc c'est pas du tout. Mais je dirais que. Bon, après, on rentre dans des choses très politiques, mais disons que le féminisme, au sens de mouvement féminisme à proprement parler, on sait que le gouvernement chinois ne souhaite pas qu'il y ait de mouvement politique. Voilà. Donc à ce moment-là, à partir du moment où le féminisme devient un mouvement politique, c'est pas accepté. Par contre, il y a la grande fédération des femmes qui est quand même aussi d'une certaine façon issue du féminisme, d'une certaine façon, d'une certaine forme de féminisme. Donc voilà, il faut définir ce qu'on appelle féminisme. Romaric, on a parlé de beaucoup de femmes. Alors Anne Garrigue a choisi la voix de Jane Tsang, Dust My Shoulders Off.